moi qui ai suivi justement une cure de désintoxication cannabis à l'hôpital de l'Arbrel, d'ailleurs j'en garde un très très bon souvenir par rapport à toute l'équipe qui a œuvré dans ce sens-là. Euh, Y a-t-il, docteur Brunel, un profil de risque ou un profil à risque de ces conduites addictives? Alors, je pense qu'on peut résumer il y a deux profils à risque. Il y a les patients, je dirais qu'on peut regrouper sous le terme des patients inconscients. C'est-à-dire on rentre dans un produit par aventure et on va continuer la consommation pour l'alcool en faisant des repas de famille ou des repas d'affaires, pour le cannabis en écoutant de la musique le samedi soir. On est dans une consommation de détente, de, de, de plaisir. C'est le premier type de patient qu'on rencontre. Pour ces patients-là, les soins sont bien codifiés. On arrive en général à les sortir du produit. Il n'y a pas de problématique majeure à partir du moment où il y a bien sûr ce que les patients appellent le déclic, c'est-à-dire la prise de conscience du problème de la dépendance et des conséquences néfastes que finit d'avoir le produit dans notre vie. Donc ça, c'est une première typologie de patients qui sont très bien analysés dans la littérature scientifique, on les connaît très bien. On les catégorise les personnes dans ces types-là en vue de certaines décisions de traitement, en vue de la définition du parcours de soins à faire. Et j'allais dire, c'est un petit peu la population favorable, pas facile, mais qu'on peut, sans trop de difficulté, aider efficacement. Deuxième profil à risque, ce sont des personnes qui ont recours au produit exclusivement parce que le produit procure un effet psychotrope de soulagement dont très rapidement on a besoin tout le temps. Donc la dépendance s'installe beaucoup plus rapidement. Le produit est très efficace au début. Je compare volontiers ce type d'utilisation à l'utilisation de l'effet anesthésiant du produit. Donc lorsqu'on vient vers le produit, parce qu'on a besoin de soins, parce qu'on a besoin d'un médicament, et que ce produit procure des sensations d'effets désirés, on n'est pas dans la même démarche que la première typologie, on est dans une démarche déjà de malade au départ, avant d'utiliser le produit. Et ça complique énormément de choses, parce que du coup, cette phase qu'on fait de diagnostic de psychique et physique, du bilan initial qu'on fait en début de séjour, elle est plus longue, elle est plus compliquée, et comme on a besoin du produit avant de le consommer, on avait initialement déjà besoin de quelque chose pour réparer sans doute quelque chose qui s'est passé dans le passé plus lointain. La suppression du produit va laisser le problème initial. Donc, double tâche, en quelque sorte, enlever le produit et trouver quelque chose qui puisse prendre la place, un ersatz en quelque sorte, au produit dans la vie courante, après, sans le produit. Et là, très souvent, le séjour dans un centre spécialisé sur 2 petites semaines, ce n'est pas suffisant. Mais votre initiative, Monsieur Lobby, de faire une association, de créer une association qui va accompagner ces patients, elle est extrêmement importante parce que qu'il y ait un autre séjour prolongé en service spécialisé ou qu'il n'y ait pas, de toute façon, le conseil, la bienveillance et l'aide des proches qui ont traversé les mêmes épreuves, ça n'a pas de prix. Maintenant, j'ai envie de vous poser cette question. Quelles sont les conséquences, d'une consommation régulière d'alcool ou de cannabis sur l'organisme, docteur? Alors,
nous avons, on peut les catégoriser en deux types. Il y a des conséquences physiques et des conséquences psychiques. Alors après, on peut décliner ces conséquences en fonction du produit. Exemple, les conséquences physiques de l'utilisation prolongée de l'alcool sont bien connues. On a un risque au niveau du foie de faire une stéatose, puis une cirrhose. On a un risque au niveau du cœur de faire une insuffisance cardiaque. On a un risque au niveau du cerveau de développer des déficiences cérébrales qui peuvent ressembler sur certains plans à des démences. Il y a un effet physique de tous les produits variables. Le plus important, c'est l'alcool, mais également le cannabis, puisque vous vous y intéressez. Le cannabis a des toxicités multiples sur les poumons, sur le cerveau, sur les artères, qui sont peu connues encore, qui sont à développer. Les connaissances de ces effets sont à développer, d'autant que la nature du chanvre est en train d'évoluer et qu'on trouve des plantes avec des teneurs en produits actifs du cannabis, le THC, le tétrahydrocannabinol. On trouve des teneurs extrêmement importantes. Ce sont pratiquement, on peut dire, je pense, des OGM qu'on vend sous forme d'herbe. Et les conséquences physiques sont en augmentation. Les conséquences psychiques sont, j'allais dire, plus difficiles à décerner. Au-delà de l'effet psychotrope des produits qu'on a évoqués, bien sûr, c'est l'installation de la dépendance et l'obsession qui va se développer autour du produit pour le trouver, et ce que appellent les Américains le craving, c'est-à-dire le manque, la sensation de manque du produit, qui est un phénomène psychique d'abord, qui va s'installer et qui va créer, conditionner toute la vie sociale, professionnelle, familiale, puisqu'elle devient prioritaire à tout cela, à tout le reste. Et tous les fumeurs de cannabis se rendent un moment compte d'une sorte de paranoïa, c'est-à-dire on n'est plus du tout convaincu a priori de la bienveillance des autres. On se demande toujours quelles sont les vraies intentions de l'autre, on se sent un peu poursuivi, et c'est une simple conséquence du produit. Ce n'est pas une maladie psychiatrique, même si les symptomatologies peuvent de plus en plus ressembler à celle d'un vrai paranoïaque, mais c'est une paranoïa produit induit qui va régresser lorsqu'on supprime le produit, et on va se redécouvrir copain avec des gens dont on pensait auparavant qu'ils voulaient votre peau. Donc c'est quand même plus agréable. C'est vrai que je souligne ce côté un petit peu humour pour moi, pour l'avoir vécu personnellement. Et c'est vrai que quand on évoque aussi souvent ce manque, je pense une question qui va être importante justement pour ceux qui vont nous écouter et ceux qui vont nous suivre. Docteur Brinel, pouvez-vous nous dire, parce que je pense que beaucoup de gens ne sont pas forcément au courant, quel produit tue par manque? Je pense que c'est important de savoir. Alors, la mortalité des produits, elle est très bien connue par les préventologues. Le produit qui tue le plus, c'est le tabac. Puis vient l'alcool, en nombre. Et puis, il y a ensuite les opiacés, et ensuite il y a le cannabis. Hein. C'est dans cet ordre-là, en nombre. Maintenant, le produit qui entraîne le manque le plus fort, ce sont les opiacés, parce que la personne qui consomme des opiacés n'a pas le choix de consommer ou ne pas consommer. La vie est totalement infernale sans le produit, donc il va être obligé en quelque sorte d'entrer dans des problèmes judiciaires importants pour son produit, pour procurer. Voilà, en termes d'accrochage et de manque, sur le plan psychologique, sur le plan physique, puisque vous parlez de tuer par manque, le produit qui tue le plus par manque, c'est l'alcool,